Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre dernier chapitre du cours d'intelligence artificielle intitulé Apprentissage artificiel. Tout au long de ce cours, nous avons abordé différents chapitres, en commençant par l'introduction sur l'intelligence artificielle. Nous avons parlé d'un élément très important que nous sommes en train de concevoir des agents. Ça peut être de dispositifs physiques, des robots. Ça peut être aussi software, ça veut dire tout ce qui est logiciel, capable de faire des actions comme si c'était un humain. On appellera ça des agents intelligents. Et certains agents auront la responsabilité de nous aider à bien trouver des réponses aux problèmes tels que la recherche du meilleur chemin. Lorsque par exemple vous voulez voyager aller d'une ville A à une ville Z, le GPS par exemple incorporé dans les applications comme Google Maps utilise des algorithmes de recherche avancés pour calculer le meilleur chemin pour aller d'un point à un autre. On peut également trouver ces agents dans d'autres modèles de systèmes tels que les systèmes, on appelle ça le jeu, machine learning. On peut également les trouver dans des systèmes de coloration, les algorithmes qui vont nous aider à colorier les cartes de telle sorte que les cartes, les zones voisines ne puissent pas avoir la même couleur. Ça veut dire qu'il y aura une contrainte. Et on peut l'avoir également dans ces chapitres qu'on appelle l'apprentissage artificiel. Certains utilisent le mot même automatique. Mais l'idée derrière, c'est donner de l'information juste minimum au système et laisser le système lui-même apprendre avec le temps et améliorer ses performances. Donc dans ces chapitres, c'est juste une introduction pour parcourir les grandes lignes. Je vais mélanger un peu certains contenus en français et en anglais, mais l'objectif c'est juste de dresser les tableaux de ce qui existe. Ce n'est pas de faire ça tout un cours, parce que juste ce chapitre peut être l'objet d'un grand cours. Lorsque nous parlons de machine learning, qu'est-ce que nous voulons vraiment souligner? Le mot en anglais sonne beaucoup plus que l'apprentissage artificiel. Donc vous êtes libre d'utiliser les deux. Lorsque nous parlons de machine learning, on voit l'intersection de plusieurs domaines. On voit d'abord l'intelligence artificielle, qui est la base de notre cours. On voit l'optimisation qui cherche à trouver une fonction à maximiser ou à minimiser, tout dépendra du problème. On va maintenant avec tout ce qui est vision artificielle, qui est beaucoup utilisé maintenant. On va dans tout ce qui est automatique, commande, robotique. Et on voit également tout ce qui est analyse statistique, l'analyse des données. Donc le machine learning intègre plusieurs aspects. Donc c'est un domaine interdisciplinaire. Donc dans une équipe de machine learning, ce ne sont pas seulement des spécialistes de machine learning, c'est plutôt un croisement de plusieurs spécialités. Des gens qui sont forts dans le traitement d'images, des gens qui sont forts dans tout ce qui est robotique, des gens qui sont forts dans tout ce qui est analyse statistique des données, l'optimisation et l'intelligence artificielle, bien sûr, derrière, il y a l'informatique. Donc, l'objectif, c'est simple, c'est la capacité d'un système à améliorer ses performances via des interactions avec son environnement. Donc, on a un système qui doit capter ce qui se passe dans son environnement, décrire cela au travers d'une fonction, de telle sorte que lorsque nous allons injecter des valeurs plus tard, le système peut nous prédire l'avenir, le système peut nous classifier le problème, et le système peut également nous donner la tendance. Donc, il y aura plusieurs catégories de sujets au niveau de machine learning. Bon, une des familles essentielles de la technique pour l'intelligence artificielle, ça permet de concevoir ou d'adapter, conception ou adaptation automatisée du modèle ou du comportement d'agents intelligents. Donc, on avait dit
Dans le schéma de l'agent intelligent, la fonction la plus importante, c'était la fonction de décision. Donc, cette fonction peut être une fonction de recherche, peut être une fonction de la théorie des jeux, peut être une fonction de contrainte, d'accord, le problème de CSP. Donc, ça peut être aussi une fonction concernant l'apprentissage artificiel. Donc, lorsque par exemple vous avez des symboles comme celui-ci, vous devez avoir un système qui peut vous aider à prédire exactement le chiffre en question. Par exemple, celui-là peut me dire c'est 3, également 3, ça c'est 6, c'est 6. Donc le système est capable de reconnaître le chiffre et de nous prédire. Si vous êtes par exemple dans un labyrinthe ou vous êtes dans un environnement dense, le système peut vous aider à naviguer et passer d'un point à un autre. D'accord? Par exemple, on cherche des parkings, les places qui sont disponibles, les places qui sont occupées. Le système peut être à mesure de vous orienter vers les parkings qui sont disponibles ou la livraison de la nourriture, ainsi de suite. Donc, on vous donne le plus court chemin. Donc, lorsque nous regardons le modèle à base d'agent, la fonction de décision, c'est une fonction très principale. Cette fonction dépendra de ce que vous allez recevoir comme information, d'accord, la perception. Ce que vous allez recevoir comme information va être injecté au niveau de la fonction de décision qui va pouvoir actionner quelque chose dans l'environnement. Donc, on perçoit dans l'environnement des informations et on calcule certaines fonctions de décision et on agit sur l'environnement. Donc, ça, c'est le modèle agent intelligent. D'accord? Donc, la conception ou l'adaptation de l'agent par analyse automatisée, ça veut dire généralement statistique, de son environnement ou des résultats de son action dans celui-ci. Maintenant, lorsque vous voulez utiliser l'apprentissage artificiel, l'agent a déjà une historique, ça veut dire les informations connues d'avance, et l'agent va prendre ces informations-là qu'on appelle de l'historique, combiner avec d'autres nouvelles informations qui seront les inputs que vous voulez analyser et vous aider à prédire ce qui va se passer. D'accord? Donc, la meilleure fonction sera la fonction qui va faire quoi? Minimiser l'erreur de prédiction. Donc, je ne dois pas avoir un écart assez grand entre la valeur réelle et la valeur prédite. Donc, ma meilleure fonction sera la fonction qui réduit considérablement cette marge. Au travers des méthodes statistiques, vous pouvez calculer l'écart type, vous pouvez calculer certains paramètres pour essayer de voir réellement l'erreur. Moins mise en œuvre, par exemple, utiliser des données expérimentales pour trouver un modèle de prédiction. D'accord? On appellera ça plus tard des données qui seront utilisées pour faire les tests. Et plus tard, lorsque vous allez arriver à trouver votre modèle, vous pouvez maintenant injecter vos données extérieures pour pouvoir prédire la fonction finale. Donc, du point de vue système, qu'est-ce que nous essayons de voir? Quel système devons-nous analyser? Le type de modèle. D'accord? Un système ad hoc, ici d'une famille particulière de fonctions mathématiques, l'arbre de décision, le réseau de neurones. On peut regarder l'interaction aussi avec l'environnement, parce que le modèle est influencé par l'environnement. Est-ce que c'est l'apprentissage hors ligne ou en ligne? Apprentissage supervisé ou non supervisé? On peut regarder aussi les fonctions qui vont nous aider à évaluer notre modèle, fonction coût, fonction objectif, critères et des algorithmes qui peuvent nous aider encore à améliorer le résultat qu'on a trouvé. Donc souvent les modèles qui seront utilisés seront influencés par un certain nombre de paramètres.
Par exemple, le modèle le plus souvent paramétrique, ça veut dire le paramètre qui vont entrer dans le modèle, comment on va réagir avec l'environnement, la fonction coût qui sera utilisée pour minimiser ou maximiser, et l'algorithme pour adapter les modèles en utilisant des données ici de l'environnement. Donc, ce sont souvent les différents paradigmes utilisés. Parmi les algorithmes de machine learning, il y aura deux grandes familles. Il y a la famille qu'on appelle les algorithmes non supervisés et les algorithmes supervisés. Le plus facile, ce sont les algorithmes supervisés. Et parmi les algorithmes supervisés, nous avons l'algorithme qui nous permet de prédire la valeur future. Par exemple, nous connaissons bien le taux d'échange de francs congolais en dollars. Et vous avez par exemple l'historique de ces 10 derniers mois ou de 2 dernières années. Et si vous voulez prédire pour dans les 3 prochains mois quel sera le taux d'échange, vous devez avoir une fonction qui doit d'abord recevoir les anciennes données, comparer cela et trouver sous forme d'une droite une fonction de la forme y est égal à ax plus b. Et cette fonction va vous aider lorsque vous avez des inputs qui sont les x, a et b, la fonction va calculer des y, qui est la valeur prédite. D'accord? Donc, ce modèle, on appelle ça régression linéaire par moindre carré. Donc, parmi les fonctions de machine learning, si j'ai affaire avec une approche supervisée, de prédiction par exemple, dont la valeur sera une valeur numérique, donc je vais utiliser par exemple la régression linéaire. Donc, chaque fonction est associée, chaque modèle plutôt est associé à une fonction particulière. Donc, ici par exemple, je vais calculer la somme des carrés des écarts, d'accord, pour essayer d'estimer ma fonction si elle est bonne ou mauvaise. Plus petit est l'écart, meilleure est la fonction. Il n'y a pas que cette fonction-là aussi de régression par moindre carré. Il y a par exemple l'arbre des décisions. Ça aussi, c'est une autre approche où on essaie de prendre le problème, on le divise sous forme de branches jusqu'à atteindre la décision finale. C'est comme si vous allez par exemple à Kinkole et vous décidez, si je prends par exemple la route de l'Upen, combien ça va me coûter que si je prends la route de Limité. Si je prends Upen, oui, donc arrivé à Upen, qu'est-ce que je vais prendre? Donc vous faites toujours, vous prenez la décision sur chaque étape et cette décision vous oriente. D'accord? Donc l'arbre des décisions, c'est une approche aussi qui est beaucoup utilisée dans le méthode de machine learning. On a aussi la méthode des gradients avec le réseau des neurones. La méthode de support vector machine, c'est SVM. Et on a aussi d'autres méthodes qu'on appelle des boosting qui vont booster votre algorithme. En réalité, c'est réduire l'erreur pour avoir une fonction qui est plus proche de la réalité. Donc, les principaux algorithmes, comme j'ai dit, la résolution des systèmes linéaires, tels que la régression, les algorithmes d'optimisation, d'accord, et on peut aussi intégrer quelques heuristiques dans le méthode de machine learning. Et ces heuristiques-là, comme on a déjà vu dans le cours de recherche de schéma, l'heuristique est là pour nous aider à gagner du temps. D'accord? Tel que l'algorithme de l'auto-organisation non supervisée, l'algorithme évolutionniste, la théorie colonie de fourmis, l'optimisation SN particulière, donc le renforcement, tous ces algorithmes-là peuvent être utilisés pour améliorer notre fonction. Donc l'apprentissage en utilisant la méthode supervisée, vous avez souvent des grandes familles. Il y a aussi l'arbre qui est utilisé, mais souvent on est soit dans la régression linéaire ou dans la méthode de classification. On parle beaucoup de la classification lorsque vous avez plusieurs états. Par exemple, un étudiant peut réussir ou échouer. D'accord? Tout au long de l'année, il peut réussir ou échouer.
Et on vous donne une base de données contenant plusieurs étudiants. Certains ont réussi, certains ont échoué. Et ces étudiants sont caractérisés par leur moyenne, le taux de présence par exemple, l'âge. Et on peut sur base de ça trouver des fonctions qui peuvent nous dire est-ce que si j'ai un nouvel étudiant, par exemple, qui vient de s'inscrire, dans 5 ans, est-ce qu'il va avoir son master? D'accord? Il va réussir ou échouer. Donc, on peut déjà prédire avec les données d'entrée parce que dès les classes préparatoires, on connaît déjà comment les étudiants se comportent et on a les résultats à la fin lorsqu'ils terminent leur licence ou master. Et sur base de ces formations d'entrée, on peut déjà savoir la tendance de l'étudiant. Est-ce que c'est l'échec ou la réussite? Si c'est l'échec, on peut aider cet étudiant à améliorer ses notes. D'accord? Donc, ça, c'est la classification où on a deux zones. D'accord? La zone en rouge et la zone en bleu. Donc, la fonction est cette droite. Bon, c'est pas une droite, c'est une ligne qui sépare les deux camps. Souvent, ce n'est pas toujours binaire. On peut avoir plusieurs états à l'intérieur, mais ici, c'est l'exemple bleu ou rouge. D'accord? La régression linéaire, ça peut être une droite, ça peut être aussi une courbe. On appelle ça la régression maximale. Dans ces cas, vous allez tracer une droite qui va presque parcourir tout le point et cette droite va vous aider à faire l'estimation ou la projection pour de valeurs futures. Donc dans la classification, c'est pour trouver dans quelle classe on s'y trouve, mais dans la régression, c'est pour trouver la valeur future. Donc ce sont les deux approches souvent utilisées dans les méthodes supervisées. Donc vous avez des entrées qui sont les différents attributs qui caractérisent les éléments à étudier. D'accord? Vous avez certaines heuristiques qui seront utilisées et l'objectif c'est de vous ressortir une fonction qui va permettre d'estimer les valeurs futures. Donc, plusieurs algorithmes de classification qui sont utilisés. Par exemple, le plus proche voisin. On peut utiliser la décision binaire, l'arbre. On peut utiliser aussi des notions de boosting. Ce sont des algorithmes qui vont améliorer davantage l'efficacité de votre fonction. On peut utiliser l'approche probabiliste avec la méthode bayésienne. Donc, il faut connaître un peu la probabilité. Ou bien avec le réseau de neurones. Ou bien maximisation de la marge avec les méthodes SVM. D'accord? Donc, par exemple, quand vous implémentez ces méthodes en Python, Python vous donne toute une bibliothèque déjà existante des différentes fonctions. C'est à vous de comparer laquelle de fonctions ou lequel de modèle est plus proche de mes données. Et ces modèles-là, je pourrais l'utiliser pour la prédiction de mes données. Donc, dans le modèle non supervisé, ici, on ne connaît pas, on ne dispose pas d'une classe finale de décision. Par exemple, dans le modèle supervisé, on avait déjà une information sur l'échec ou la réussite. Mais dans le modèle non supervisé, vous n'avez pas cette colonne-là finale de la décision finale. Donc, la sortie voulue est inconnue. C'est ce qu'on veut dire. Donc, c'est au programme de parcourir les données, de les regrouper selon certaines caractéristiques de ressemblance et de dire que voilà, ça c'est le groupe A, ça c'est le groupe B. Par la suite, nous, en regardant de près ces données, on peut dire, ah, le groupe A représente par exemple les gens qui vont réussir, le groupe B représente les gens qui vont échouer. Ou on peut examiner par exemple les cellules, les données des cellules de corps, on peut dire, cette zone c'est le cancer, cette zone ce n'est pas le cancer. Donc, il peut y avoir plusieurs approches, d'accord? On peut analyser aussi la signature pour dire que c'est la bonne ou la mauvaise signature en regardant l'historique des signatures. Donc, il y a plusieurs applications dans les méthodes non supervisées. Donc, on n'a pas d'exemple que des types d'entrée. On cherche à obtenir un agent dont la sortie vérifie une certaine propriété. Par exemple, sortie obtenue identique ou proche des entrées voisines. Donc, il y aura un certain regroupement. Donc, on dispose juste d'un environnement dans lequel on peut placer l'agent pour évoluer son comportement de façon à l'améliorer. Donc, les méthodes supervisées, on connaît déjà l'issue. Quel doit être le résultat? Est-ce que ça doit être une valeur ou un état? Mais dans les méthodes non supervisées, non. On s'attend à faire les regroupements
des éléments. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui seront implémentés, plusieurs fonctions. Donc, le plus important, nous avons les différents modèles, d'accord? Et on va appliquer ça sur notre fonction de décision pour avoir le regroupement de différents nœuds qu'on appellera le clustering, qui est le regroupement de nœuds, d'accord? Par exemple, ici, on voit un cluster, 3 clusters qui sont formés. Ici, par exemple, on peut avoir qu'un seul ou deux. Ici, on peut avoir ça 1, celui-là 2, et l'autre, on peut classer ça 3. D'accord? Donc, l'objectif de clustering, c'est de regrouper les données selon les proximités. D'accord? Donc, plusieurs critères peuvent être utilisés, plusieurs mesures mathématiques qui peuvent être utilisées pour regrouper les nœuds. Comment deux points peuvent être dans la même famille et deux autres ne seront pas dans cette famille-là. D'accord? C'est pour cela, par exemple, on utilise plusieurs mesures telles que la distance de similarité ou de dissimilarité. Donc, c'est la mesure la plus faible, plus les points sont similaires. Et similarité, c'est la mesure, plus la mesure est grande, plus les points sont similaires. Donc, similarité, c'est la mesure plus grande, les points sont similaires. Dissimilarité, la mesure est faible, les points sont similaires. D'accord? On peut mesurer la distance là par en utilisant la distance euclidienne qu'on a déjà appris. C'est-à-dire, on fait la somme de la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Ou bien on fait la distance des Manhattan, c'est la différence, la valeur absolue de la différence entre deux points, la somme, ou bien des Sébéitiennes, d'accord? Donc chaque approche utilisée, on peut choisir quelle est notre distance qui sera utilisée pour calculer la similarité ou dissimilarité des points. Donc, dans le clustering, il y a plusieurs approches de clustering, d'accord? Quand vous entendez le mot clustering, c'est regrouper le point. Donc, on peut faire le regroupement de façon hiérarchique, ascendant, d'accord? On peut faire les clustering par partitionnement, donc division. On peut faire les clustering aussi par modélisation, c'est-à-dire mélange gaussienne, carte de Cohen, et les clustering basés sur la densité. Un des algorithmes les plus utilisés dans le clustering, c'est l'algorithme de K-mean, dont vous entendrez souvent parler. Comme dans les méthodes non supervisées, on a la régression linéaire et la classification sont les deux méthodes les plus utilisées. Ici aussi, c'est l'algorithme de K-mean que vous devez au moins connaître, donc qui est beaucoup utilisé. L'idée derrière, c'est quoi? On va essayer de regrouper les nœuds semblables autour d'un point central qu'on appellera centroïde. Et ce centroïde-là va être le centre d'un cluster. Donc, on peut avoir au départ plusieurs centroïdes. Chaque centroïde va créer tout autour de lui le point qui sont similaires à lui, qui vont constituer le cluster. Donc, l'objectif est de progresser ces clusters, de faire plusieurs itérations, en sorte que deux centroïdes peuvent se mélanger, deux clusters peuvent se mélanger pour avoir un seul cluster au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un niveau où on ne peut pas fusionner les différents clusters. C'est-à-dire, on parle de la stabilité. C'est-à-dire, on répète jusqu'à la stabilisation. Ok, on choisit deux points au hasard, on regarde si ça peut se mélanger, on le mélange. Et si on arrive à un moment où on ne peut plus mélanger, donc on garde le point comme tel. Le nombre de clusters qu'on a trouvé à la fin, ça va être calculé. Maintenant, dans la première partie, j'ai juste donné une idée générale sur les éléments que vous devez rechercher dans le machine learning. Lorsque vous appliquez la théorie ou le concept de machine learning, vous devez vous attendre à aller soit dans les algorithmes supervisés ou non supervisés. Donc, si vous avez une information sur le résultat, vous êtes dans la méthode supervisée. Si vous n'avez pas une information sur le résultat, vous êtes dans la méthode non supervisée. Maintenant, vous pouvez choisir d'utiliser n'importe quel langage de programmation pour implémenter votre programme. Donc, le plus simple à utiliser, c'est le programme Python. Il y a une librairie, en anglais on dit scikit-learn, donc en français c'est par exemple scikit-learn. Donc scikit-learn, c'est une bibliothèque vraiment qui contient plusieurs fonctions créées par Google et ça permet de manipuler facilement le machine learning. Donc vous allez le trouver
en langage C, en Java, vous l'avez en Go. Bon, moi je préfère le présenter en Python, d'accord? Python, c'est un langage de programmation interprétée qui est différent un peu du C et du C++. Donc, il y a des types de données entiers, chaînes de caractères, des dictionnaires. Il y a la notion de boucle for, la boucle loop. Il y a while, il y a la notion de liste, il y a la notion de hash table, d'accord? Il y a la notion de variable. Donc, je vous invite, je ne peux pas faire un cours sur Python. Bon, je vous invite à vous familiariser avec Python, d'accord? Donc, Python, par exemple, si vous regardez juste ici, c'est une chaîne de caractères parce qu'on a mis entre griffes, d'accord? Ici, vous regardez, par exemple, je vais supprimer tous les espaces à gauche et à droite si ça existait. Je calcule la longueur de la chaîne, puis je parcours la longueur de la chaîne et je reprends caractère par caractère. Donc, si le caractère AI, sa valeur est supérieure à 3, je vais l'afficher. Sinon, je ne vais pas l'afficher. Tel qu'ici, il va afficher 4, 3, 5, 7. 4, 5, 7. Il va afficher 4, 5, 7, ce programme. Donc, ici, on reçoit, on crée un tableau, on ajoute des valeurs au fur et à mesure, puis on parcourt le tableau sous forme de matrice et on affiche les données. D'accord? Donc ici, on est en train de lire le contenu d'un fichier et on va parcourir tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin. On va récupérer ligne par ligne, on va split la ligne et faire les différents calculs. OK? Donc, vous avez ici les différentes notations de programmes en Python. Donc, essayez un peu de vous familiariser avec ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est scikit-learn, c'est la bibliothèque qui est installée. Pour l'utiliser, il faut installer d'autres composants également, tels qu'Anaconda, ok, NumPy, SciPy, SciPy, scikit-learn. Donc, tous ces éléments-là doivent être installés. Panda, si vous voulez tracer des courbes pour bien travailler avec scikit-learn. Donc, une des choses qu'on fera souvent avec scikit-learn, c'est récupérer les données. Par exemple, ici, on a les données sur les maladies du cœur. On a le nombre de consommations de cigarettes par jour. Par exemple, cette personne a un problème cardiaque. Il consomme presque 10 cigarettes par jour. Il fait à peu près 10 exercices par jour. La deuxième personne aussi a un problème cardiaque. Il consomme 2 par jour et 5. Les gens, si vous remarquez bien, ceux qui n'ont pas de disease, donc leur consommation, celui-là consomme plus. Mais il n'a pas de problème, c'est qu'il est chanceux. D'accord? Donc, vous avez les données qui vont revenir sous forme de colonnes. En réalité, on sépare ces colonnes-là par soit des espaces ou des virgules. Et vous allez récupérer ces données dans votre programme et commencer à les traiter pour appliquer certains algorithmes, soit des classifications ou bien des régressions, comme aussi non supervisées K-mean. D'accord? Donc, l'idée derrière les algorithmes de classification, ça veut dire si on vous donne des entrées, c'est de déterminer dans quelle classe ces entrées-là appartiennent. D'accord? Et la classe va guider votre décision ou la valeur de sortie. Donc, par exemple, on peut utiliser dans le méthode de DN, en anglais, DNA, les mots sont beaucoup plus en anglais qu'en français. Je pense que c'est le NDN, je pense. Protéines, classification de protéines pour les assurances. Est-ce que quelqu'un est solvable ou pas? Prédire aussi la météo, d'accord? Et plusieurs expériences physiques, on peut utiliser ces méthodes de classification. Ou bien on peut utiliser aussi les méthodes de régression linéaire qui consistent à tracer la courbe, d'accord? Et cette courbe-là doit être plus proche de tout le point pour facilement nous aider à prédire. Si on utilise l'approche non linéaire, donc on utilise la méthode de K-means et les autres algorithmes qui peuvent être par exemple les réseaux de neurones ou l'arbre des décisions, ainsi de suite. Donc ça c'est par exemple l'arbre des décisions où on peut vérifier si X est supérieur à W. Si oui, on va aller dans cette étape. Si oui, on va aller dans cette étape. Sinon, on va aller dans non. Dès le départ, sinon, on va aller dans l'étape 3. Ok.
Donc, si vous regardez ces programmes, Scikit, par exemple, Tree, c'est pour utiliser l'arbre des décisions. NumPy, c'est pour lire les données. D'accord? On va ouvrir un fichier. On va les charger sous forme de matrice avec NumPy, loadtxf. Et on va diviser les données en deux. Une partie pour le training, ça veut dire pour calculer la fonction des décisions, et une autre partie sera utilisée pour les tests pour voir que ça marche. Par exemple, ici, je vais charger les données et ici, je vais décider d'utiliser pour machine learning le decision tree, et la ligne qui suit, je vais faire le calcul. Donc, je vais calculer ma fonction. Une fois que ma fonction est trouvée, je peux maintenant faire le predict pour dire je vais prédire. D'accord? Une fois que je prédis, je peux comparer la valeur de prédiction, c'est-à-dire l'erreur, si l'erreur est tolérable ou pas. D'accord? Dans la deuxième méthode, on a fait la même chose, mais sauf qu'avec l'algorithme de Random Forest. Donc, vous voyez ici Random Forest Classifier. Donc, la méthode supervisée, non supervisée, souvent on utilise les K-means, c'est-à-dire c'est l'algorithme qui est populaire, Fast Programming for Clustering Data. Donc, ça permet vraiment de regrouper les données. Et on peut trouver les K-clusters qui vont minimiser la distance euclidienne, d'accord? La distance entre deux points. Donc, ici, par exemple, on a le même problème, mais sauf qu'ici, on utilise Scikit Cluster et on importe quoi? Les K-means. OK? Donc, on va lire nos données, on va appliquer NumPy pour les transformer en matrice. On va segmenter ça en deux. La partie qu'on va utiliser, rien que les attributs. OK? Et on va appeler K-means. D'accord? On veut au moins avoir combien de clusters? Deux clusters. Et à la fin, on pourra afficher cela. Donc, vous avez aussi K-means avec PCA. D'accord? Des méthodes avec correspondance. Donc, il y a la méthode de statistique derrière, le PCA, analyse à composant principal. OK? Donc, ça va vous aider aussi à faire de l'estimation. Par exemple, ici, ça, ce sont les vraies données, donc ce qu'on devait réellement avoir. Et ça, c'est l'estimation par la machine learning K-means. Vous voyez que ce n'est pas si loin de la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir dans un programme de machine learning? Quel que soit le modèle du programme qu'on aura, ce qui change, c'est souvent l'algorithme des décisions et le méthode pour booster cet algorithme. Mais le principe est le même. Le principe se résume en 7 étapes. Donc, quand je dois modéliser un problème et appliquer un algorithme de machine learning, premièrement, je dois d'abord avoir mes données stockées quelque part. Ça peut provenir de la base de données. Ça peut être stocké dans un fichier. Je dois deuxièmement préparer ces données. Ça veut dire que je dois faire quelques analyses statistiques, descriptives, pour voir quelles sont les lignes qui ne sont pas importantes, ou bien quels sont les attributs qui sont similaires, comme l'ACP nous donne. Donc, les attributs qui sont similaires, on dira par exemple, on va retenir juste un attribut et enlever un autre. Ça veut dire que ça ne va jamais contribuer. Et on essaie de faire le toilettage des données. D'accord? Une fois que les données sont propres, ça veut dire que, par exemple, les données qui ne sont pas normalisées, on va les normaliser pour avoir une valeur entre 0 et 1. D'accord? Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas avoir des valeurs assez grandes qui vont influencer les résultats. Puis, on va faire le choix de modèle. Ça veut dire, est-ce qu'on va utiliser la classification, la régression, les K-means? Donc, il y a plusieurs modèles qui sont dedans. Et vous allez entraîner vos données. Donc, dans l'entraînement, ici, ce qui est important, on donne les 80% de données à l'entraînement et le 20%, c'est pour faire la prédiction, puis on compare pour voir si la marge d'erreur est assez grande ou faible. Donc, après avoir fait les trainings, vous allez faire l'évaluation du modèle, ça veut dire vérifier le paramètre tel que la calcul de l'erreur pour voir si c'est bon. Si ce n'est pas bon, vous devez améliorer. Vous allez passer à l'étape 6 où vous allez ajouter d'autres fonctions de tuning, de boostage. Et si c'est bon, vous allez passer à la prédiction de vos données. Donc cet exemple, c'est juste un exemple pour vous permettre de voir de près ce qu'on peut faire dans la réalité.
Par exemple, il y a un exercice en ligne, vous pouvez le trouver partout, c'est la classification de fleurs. D'accord? Donc, vous avez cette base de données qui est déjà en ligne. Vous pouvez télécharger et regarder son contenu. Par exemple, ici, on charge cette fonction et on affiche les contenus. Il y a par exemple le nom, les caractéristiques, les types de données, le modèle. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on fait? On subdivise le programme, la base de données, les Iris Dataset, en deux niveaux. Il y a la partie training et la partie test. Ok? Une fois que c'est fait, on va maintenant appliquer, par exemple, les K-Neighbor Classifier. D'accord? Pour trouver le voisin. Et une fois qu'on a ces voisins, on peut maintenant faire la prédiction. KNN predict. Je donne une nouvelle valeur, je fais la prédiction. D'accord? On peut l'utiliser dans plusieurs endroits, dans le box, dans les élections, prévoir qui va gagner, combien de sièges la personne peut remporter, juste en faisant les approches de machine learning. Donc, dans ces cours d'intelligence artificielle, l'objectif c'était de vous faire parcourir les grands sujets. L'un des sujets qu'on a abordé, c'est le sujet de machine learning. C'est un sujet qui est vraiment trop vaste. Je ne peux pas le faire en moins d'une heure, mais j'ai seulement repris les éléments clés afin que vous ne soyez pas perturbés. Donc, pour bien appliquer ces algorithmes, vous devez choisir un langage de programmation. Essayez de regarder dans ces langages quels sont les différents modèles qui sont déjà intégrés. Si je vous disais Python, il y a Scikit qui est déjà là avec une bibliothèque qui est si riche, vous pouvez intégrer les différents données que vous avez et faire la prédiction. Et si vous êtes fort en développement web, le modèle que vous avez développé, vous allez l'injecter dans une application back-end et vous allez développer une application front-end pour faire la prédiction de valeur. Donc, je vous remercie pour avoir donné votre temps pour suivre ces cours d'intelligence artificielle. Donc, c'était notre dernier chapitre. Je vous souhaite un bon courage et rendez-vous pour disons, le futur. Ça peut être l'examen ou le projet. À plus.